Et si l'on parlait des premiers pas de l'opéra, il faudrait citer Monteverdi. Écoutez les trompettes d'Orfeo. Monteverdi nous invite à nous asseoir. Il va raconter l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. C'est l'ouverture de l'opéra, du premier opéra de l'histoire de la musique. Mais, j'anticipe un peu, nous sommes déjà là en 1607. Monteverdi est né en 1567 à Crémone, ville d'Italie prestigieuse par ses facteurs de violon, Amati, Guarneri, Stradivari. C'est là qu'il fut formé pendant ses jeunes années à la composition, au chant et à la viole, l'ancêtre de notre violon. Marc-Antoine Ingenieri, grand compositeur installé à Crémone, lui enseigne l'art de la composition et à 15 ans, Monteverdi peut présenter ses premières œuvres. Ici, c'est une œuvre vocale polyphonique, ce qui signifie qu'il fait chanter plusieurs voix ensemble. Écoutez bien, comme ces 5 voix sont savamment mêlées pour nous parler d'amour. À ce moment, la musique vocale qui est écrite est uniquement polyphonique, ce qui signifie à plusieurs voix, comme vous venez de l'entendre. En même temps, on commence à entrevoir la possibilité d'écrire pour une seule voix. La voix soliste va arriver sur le devant de la scène et l'artiste-interprète va prendre toute sa place. C'est maintenant que l'opéra va pouvoir naître et Monteverdi aura une place toute particulière dans ce genre nouveau. Ses premiers succès le mènent à Mantoue, où se trouve la cour brillante de la famille de Gonzague. Il commence alors comme simple musicien, avant de devenir, grâce à son talent, maître de la chapelle et de la chambre. Ainsi, il est responsable de toute la musique donnée à la cour, que ce soit de la musique religieuse ou de la musique profane que l'on joue quotidiennement. C'est là qu'il a le bonheur de rencontrer une chanteuse de la cour, Claudia Cataneo, qu'il épouse et avec laquelle il aura 2 garçons, Massimiliano et Francesco. C'est aussi à Mantoue qu'il a le bonheur d'écrire son premier opéra, Orfeo, qui sera considéré comme le premier opéra de l'histoire de la musique. Déjà, avant lui, des tentatives avaient été faites pour écrire pour la voix sur de grandes fresques littéraires. Mais personne avant lui n'avait réussi, mêlant la voix soliste, les chœurs et les instruments de l'orchestre, à donner vie à ces personnages, à donner vie à l'histoire, pour plonger le spectateur au cœur du réel de la scène. S'il y parvient, c'est aussi parce qu'il vit pour ces personnages. C'est parce que leur humanité lui inspire amour, compassion, et qu'il veut leur rendre un juste hommage dans sa musique.
Ici, tout son art est mis au service de l'histoire d'Orphée, descendant aux enfers pour aller chercher celle qu'il aime, Eurydice. Écoutez, comme le cœur des bergers qui se réjouit de son mariage nous transporte dans la joie de cette belle fête. Cependant, il va connaître de grandes désillusions et de grandes peines à Mantoue. Le duc de Gonzague, qui déploie tant de faste pour élever sa cour au rang des plus brillantes de l'Italie, ne fait pas tant cas des musiciens qui lui apportent prestige et honneur. Monteverdi se trouve maltraité lorsqu'il est malade, maltraité lorsqu'il compose, et pour finir, aucune compassion n'émane du prince alors qu'il a l'immense peine de voir mourir son épouse. Nul répit ne lui est donné. Il cherche alors à quitter cette cour et il tourne ses regards vers la ville éternelle, Rome. Pour conquérir le pape et les cardinaux, Monteverdi écrit en 1610 une messe ainsi que des vêpres dont je vous fais entendre l'introduction. Vous êtes étonnés, mais vous avez pourtant bien entendu. Les vêpres commencent à peine que Monteverdi nous fait entendre les trompettes d'Orfeo. Elles nous plongent immédiatement dans l'univers de l'opéra et pourtant, l'œuvre dans son intégralité n'en est pas moins écrite dans les règles de l'art sacré. Dans les règles de l'art sacré telles qu'on l'entend après la grande réforme musicale du Concile de Trente. Monteverdi met tout son talent au service de la foi, car, ne l'oublions pas, il veut être remarqué par le pape Paul V afin de trouver un poste auprès de lui et d'échapper ainsi à la cour de Mantoue. Pourtant, ce n'est pas le pape qui posera ses yeux sur le grand musicien, mais Venise. Venise et sa prestigieuse basilique qui,
En 1613, font appel à Monteverdi, qui deviendra maître de chapelle de la basilique Saint-Marc. La foi prendra à cette époque une grande place dans sa vie et en 1632, à l'âge de 65 ans, il sera ordonné prêtre. La place qu'il a à présent à Venise grâce à son poste lui apporte tous les honneurs. Il écrira lui-même « Il n'y a pas de gentilhomme qui ne m'estime et ne m'honore. Et quand je fais de la musique, soit de chambre, soit d'église, toute la ville y accourt. » Il y compose de la musique sacrée en grande majorité, mais il ne délaisse pas pour autant la musique profane. C'est à Venise qu'il compose le combat de Tancrède et Clorinde, œuvre vocale polyphonique dans laquelle les instruments sont aussi présents, exaltant l'amour de Tancrède et Clorinde. Cet amour, c'est Torquato Tasso, dit le Tasse, qui l'a fait connaître dans le chef-d'œuvre de la Jérusalem délivrée. Monteverdi connaît bien le Tasse. Il fait partie des personnages extraordinaires qu'il a eu la chance de rencontrer à la cour de Mantoue quelques années auparavant. Ici, vous allez découvrir ce qu'il appelle le style agité. De cette manière, il veut retranscrire l'angoisse de la bataille et le malheur qui va en découler. Sans le savoir, Tancrède s'apprête à tuer celle qu'il aime. Poi lontano rinnova, onde sempre ferir tra la fretta, stimo il nuovo s'aggiunge a piaga nuova, d'ogni ora piacimece per stretta si fa la pugna e spada rar non dova, anzi quei pomi impalloriti e crudi pottan quegli l'insieme con gli studi. Monteverdi écrit donc des œuvres en dehors de l'Église et il s'adonne tout spécialement à sa passion de l'opéra en écrivant pour les théâtres publics. Car, à Venise, un événement a marqué le début de ce XVIIe siècle. En effet, on a ouvert en 1637 le premier théâtre public, le San Cassiano, alors qu'auparavant, les théâtres n'étaient pas ouverts à tous. Pour ces théâtres publics, il écrit deux œuvres que nous avons encore le plaisir de pouvoir entendre. La première retrace la vie d'Ulysse, le grand héros de Homère. La seconde nous parle d'un empereur romain, Néron. C'est le couronnement de Popée. Tragique et comique s'y mêle, personnage bouffon aussi bien que philosophe, amoureux. C'est un chef-d'œuvre de compréhension de l'humanité dont nous voulons vous faire découvrir un extrait. Le chant de joie terrible de la jeune Drusilla espérant la mort de Popée afin de gagner le cœur d'Othon. Morirà
En 1643, peu après la création du chef-d'œuvre qu'est le couronnement de Poppée, il meurt à Venise à l'âge de 76 ans, couvert de gloire et reconnu comme l'un des premiers parmi les musiciens. On continue à considérer Monteverdi comme le père de l'opéra. Ne nous laissons pas sans écouter une dernière fois la riche instrumentation de Monteverdi dans ce couronnement de Poppée, et ne nous lassons pas de redécouvrir ses œuvres.